Vamos ver. Então, damos um reinício, né, ao FAPS presencial, FAPS híbrido, vai ser nossa primeira experiência. Então, pessoal que está envolvido, se depois tiver alguma sugestão para a gente melhorar alguma coisa, é ótimo, escreve para a gente, seremos gratos. Hoje, então, é um grande prazer, presencial, o FAPS, e com uma palestra do nosso querido colega e amigo Semir Badir, que é do FNRS, né, o Fundo Nacional de Pesquisa Científica da Bélgica. Ele vai falar... Opa, agora eu... Não, é boa ideia. Sim, é que lá eu tinha o nome da palestra. Ok. Ele vai falar a palestra em torno do livro Pratique discursive du savoir, le cas sémiotique. Ele vai falar em francês. Semir tem um extenso currículo, publica muito. Ao invés de eu perder o tempo de todos falando sobre Semir, passo a palavra ao Semir diretamente, dando-lhe as boas-vindas e os nossos agradecimentos pela presença dele, que nos honra muito, nessa ocasião que é até festiva, de voltar a encontrar algumas pessoas presencialmente. E obrigada a todos que estão presentes. Lembrem-se, por favor, de fazer perguntas pelo chat, quem quiser fazer pergunta. Nós estamos sem caixa acústica na sala, então não dá para ouvir pergunta de quem está no Meet. Mas o que for escrito no chat a gente anota, tá? Muito obrigada. Semir, você está indo atuar? Obrigado, Beth. Onde vai? Você escolhe. Tu choisiste de ta sala ou marcher ou... Bom dia a todos, todas vocês. E quem estão aqui? Porque, assim, bom dia a todos, tá bom, ok, je veux le voir aussi. Bon, c'est bien, je suis content que vous soyez là aussi par Internet. Je me mets devant. Merci de m'accueillir encore une fois. Et je suis très honoré de réinaugurer le présentiel des conférences FAPS. C'était un peu obligé. Si je viens parmi vous, ce n'est pas pour faire la conférence en visioconférence. J'ai dit à Anna quand même, ça aurait été triste. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, comme je disais à Belge, je me sens un petit peu comme à la maison. Donc, à la maison, on met les pantoufles. Mettre les pantoufles, c'est-à-dire parler en français, pas faire de PowerPoint, même pas préparer vraiment de conférence, proposer une discussion libre autour d'un livre qui vient de sortir, qui a été publié, merci Belge, qui a été publié cette année encore, en mars 2022, donc en France, à Limoges, les pratiques discursives du savoir, le cas sémiotique, comme vous le voyez. Oui, ça c'est bizarre, pourquoi? C'est à l'envers, mais c'est bizarre. Et bon, ce livre, c'est au moins de 10 ans de travail. Donc, oui, donc ce que je voulais, oui, c'est ça. Et voilà, donc je suis très content qu'il a enfin paru dans une collection qui est familière des travaux de linguistique, mais aussi de sémiotique, donc chez Lambert Lucas, où Walter Villas a sorti son livre sur l'épistémologie saussurienne, hegelsbergienne, grémacienne, épistémologie discursive.
Et bon, tu m'as volé ce titre, car j'aurais pu aussi appeler ce livre-ci une épistémologie discursive, et en effet, ce que je propose, c'est bien quelque chose comme une épistémologie discursive, mais appliquée au cas de la sémiotique. Alors aujourd'hui, je vais, pour vous présenter ce livre, Magia m'a dit que j'avais à peu près un temps de parole d'1 heure avant les questions, avant d'ouvrir vraiment la discussion librement. Alors j'avais pensé de vous proposer, de simplement vous expliquer la genèse de ce livre, en tout cas une de ces genèses, une manière de présenter la genèse de ce livre. J'ai une bonne amie à Paris, je vais souvent chez elle. C'est quelqu'un qui a mon âge, qui travaille à la bibliothèque universitaire de Nanterre. Elle est bibliothécaire. Donc, voilà, elle n'a pas une formation ni littéraire, ni en linguistique, mais c'est quelqu'un qui va au théâtre, qui va au concert. C'est une femme éduquée, on va dire. Et qui m'a demandé, alors que, encore une fois, je la connais depuis longtemps, depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui m'a demandé, il y a de cela, je vous dis, déjà bien 7, 8 ans peut-être, qui m'a demandé, mais au fond, c'est quoi la sémiotique? Question qu'on vous a tous déjà posée au moins une fois. Hein, ah, je fais de la sémiotique, ah oui, c'est quoi? Mais bien sûr, on ne répond pas de la même manière si c'est dans un dîner, on est en train de manger des chips de l'apéritif, on est tous en train de faire connaissance. Ah, qu'est-ce que c'est la sémiotique? On sait que le temps de parole, c'est 10 secondes, 15 secondes maximum. Alors, on peut dire quelque chose de bête, que personne ne comprendra, mais c'est pas grave. On se débarrasse de la question. Là, nous étions en train de faire la vaisselle, une grosse vaisselle, et donc, je savais que j'avais un peu plus de temps, que j'avais 10 minutes, un quart d'heure devant moi, pour essayer de lui faire comprendre vraiment ce que je faisais, ce que nous faisons. Qu'est-ce que la sémiotique pour nous? Et parce que, évidemment, oui, je rappelle que j'ai eu moi-même ces expériences, cette question qu'on me pose, et quand je m'en débarrasse, je dis quoi? Je dis oui, la science des signes. Hein, les signes. Les signes. L'astrologie. Non. Il faut expliquer. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne un exemple. Hein? On essaie de donner un exemple. On dit oui, regarde, la publicité, c'est plein de signes. Hein? Même sur une bouteille comme celle-ci, le signe, la capsule est orange, elle n'est pas jaune, elle n'est pas verte. Voilà, donc c'est plein de choses qu'on peut analyser qui font sens. Hein? Autre manière de le dire, c'est une théorie du sens, c'est la discipline qui étudie le sens. Oui, mais enfin, le sens, hein. Quand je dis ça, hein, la science du sens, on me regarde avec des yeux. C'est la linguistique. Non, c'est pas la linguistique. Non, c'est... Bon. La philosophie. Bon. Donc, vous voyez, on n'y arrive pas. Alors, comme j'avais du temps, j'ai pris le parti de lui expliquer comment a commencé la sémiotique et pour essayer d'en arriver à ce que je faisais moi. 50, 60 ans plus tard. Donc, cette histoire, vous imaginez à peu près ce qu'elle peut être. Oui, il y a eu des personnes dans les années 60 qui ont commencé à regarder des textes et qui étaient intéressés à faire une théorie du récit.
à essayer de voir les textes comme des récits. Et ça produit une hypothèse théorique générale, celle de la narrativité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, avec une hypothèse aussi générale que celle de la narrativité, on s'est rendu compte que le récit ne se trouvait pas seulement dans des textes. Et donc, la première, si la sémiotique était d'abord issue de la linguistique et des outils de la linguistique, après, il a fallu se rendre compte que dans les bandes dessinées, dans les films, il y avait aussi du récit, et même une image fixe pouvait raconter des choses. Alors, il a fallu... voilà, la sémiotique s'est aussi intéressée à ce genre, à ce type d'objet. Mais, bien sûr, ça relançait des questions, parce que lorsque on analyse le récit dans le film ou dans la bande dessinée, ça n'est pas seulement en fonction de l'écrit, de ce qui est écrit. On a le sentiment que les images elles-mêmes, les figures, racontent quelque chose dans leur succession. Donc, il fallait une théorie de l'image. Or, ça, on n'avait pas. En linguistique, on n'avait pas. Il a fallu un peu l'adapter, l'inventer. Voilà. Et donc, j'en suis tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver aux pratiques, en gros. Hein, à dire que maintenant, après, dans mes étapes, il y a eu le tournant des passions, comme on peut le dire entre nous, mais il a fallu l'expliquer autrement. Hein, il a fallu dire quelque chose comme, évidemment, c'était une théorie qui ne valait pas tout à fait pour tous les textes, parce qu'il y avait des textes qui, manifestement, n'étaient pas très narratifs, ou même pas du tout. Ou en tout cas, il y avait ou même dans les romans, on ne pouvait pas étudier le roman seulement sous l'angle narratif. Il y avait aussi des questions passionnelles qui paraissaient intéressantes à étudier, non seulement dans les romans, mais aussi dans la poésie, et puis dans les images, etc. Donc, voilà une étape du processus. Et puis enfin, j'en suis arrivé aux pratiques. Donc, je lui ai raconté une histoire. Et je me suis dit que c'était tout de même une bonne façon pour quelqu'un qui ne connaît rien à la sémiotique, mais qui tout de même sait ce que c'est que de la recherche, une recherche en sciences humaines, qui a une idée quand même de ce qu'on peut faire quand on est chercheur, on est professeur en sciences humaines. Je me suis dit que c'était quand même que ça avait marché, que pendant ces 10 minutes, ce quart d'heure où je lui ai expliqué ce que je faisais, c'était un bon moyen, peut-être le meilleur moyen de rendre compte de ce que je faisais. Et donc j'ai réfléchi là-dessus, j'avais le temps, j'étais à Paris, j'ai toujours le temps à Paris, me balader à un musée, etc. Et aussi me dire, mais peut-être il faut que je fasse un article de cela. Un article pour expliquer la sémiotique par ce moyen-là, parce qu'au fond, je ne l'avais pas encore trouvé. Je n'avais pas trouvé cette histoire-là de la sémiotique. L'histoire de la sémiotique était une histoire qui était celle qu'on pouvait trouver, était d'abord une histoire de nom. Il a eu Grémas, il a publié ceci, et puis, même avec d'autres d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de se tenir à la théorie grémassienne, à la sémiotique grémassienne. Il y a eu Eco, il y a eu Roland Barthes, etc. Bon, mais tout ça, évidemment, ce type d'histoire-là ne nous explique pas bien ce qu'est la sémiotique à quelqu'un qui ne connaît rien. Donc, ce type d'histoire, ce type de récit, justement, de ce qu'est la sémiotique manquait. Donc, j'ai cherché à en faire un article. Un article à teneur scientifique. Que j'ai, quand j'en ai été contente, je l'ai envoyé à une revue que vous connaissez peut-être, un grand nombre d'entre vous,
la revue Histoire, Épistémologie, Langage, HEL, qui est une revue spécialisée justement en histoire des sciences du langage, qui a été initiée par Sylvain Roux et qui est maintenant publiée par son équipe. Alors, ce n'était pas la première fois que je publiais dans HEL. Il y a eu une évaluation de manière anonyme. Il y a 2 personnes qui ont évalué mon texte et mon texte a été refusé. Il a été refusé et assez nettement par les 2 lecteurs. Alors, ce que je me rappelle de ce refus, parce qu'évidemment les refus sont toujours un peu difficiles à recevoir, donc j'ai lu ça une fois très vite. Bon. Je me rappelle que le premier évaluateur était très certainement quelqu'un qui faisait partie de l'équipe Histoire, Épistémologie, Langage. En tout cas, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas beaucoup la sémiotique, mais qui avait des connaissances en histoire. La manière, il avait en tout cas des conceptions de la façon dont on écrivait l'histoire. Et il trouvait que ma manière, mon récit, ce récit que j'avais fait de la sémiotique, qui effectivement était un récit historique, puisque ça commençait à un moment donné, et puis il se passait des choses. Hein, on commence avec l'histoire les récits dans les textes, les contes, et puis on étend, et puis la théorie se développe de cette manière, donc c'était une sorte d'histoire. Cette histoire a paru négligée, désinvolte, cavalière, je crois que le mot c'était cavalière. C'est-à-dire, où sont les faits? Où sont les noms, les dates, les choses précises? Ça me manquait complètement, évidemment, je n'avais pas voulu faire ça. Hein, mais donc, ça a été mal reçu, mal perçu. On trouvait que cette manière de faire de l'histoire n'était pas compréhensible. Et l'autre lecteur, lui, était très, très clairement sémioticien. Je crois que c'était Valdir, à moins que ce soit Diane. Mais bon, peut-être on aura cette confession-là ce soir. Pas encore. Et là, ce lecteur-là a été dur, cruel, volontairement cruel avec moi, en me disant que je n'avais rien compris à la sémiotique, que cette histoire était fausse de bout en bout et que même le premier pas était faux, puisque tout le monde sait que l'objet de la sémiotique, ça n'est pas le récit, c'est la narrativité. Hein? Ah, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, refus. Refus des 2 côtés. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Et donc, ce livre est un petit peu une manière de reprendre et de répondre à ma manière au refus qui m'a été signalé par cette mauvaise évaluation double reçue par la revue Histoire, Épistémologie, Langage. En effet, ce récit que je vous ai fait, il se trouve presque inchangé au chapitre 3 de ce livre. C'est la deuxième partie du chapitre 3 du livre. Mais donc, pour répondre aux critiques du premier lecteur, il m'a fallu, je ne sais pas combien, 150 pages. C'est-à-dire l'introduction et au moins le chapitre 1, peut-être pas le chapitre 2, mais oui, c'est ça. Et le début du chapitre 3 pour justifier le type d'histoire, c'est-à-dire pour essayer de donner une validation à ce que j'appelle une histoire rationnelle,
Une histoire rationnelle qui n'est pas une histoire donc factuelle, mais une histoire qui donne à voir une progression dans la pensée. Une progression dans une pensée collective. En fait, j'avais déjà une bonne idée de la manière de justifier cela, puisqu'il y a un épistémologue des sciences tout à fait, enfin, de l'épistémologie des sciences la plus légitime, un suiveur de Karl Popper, à savoir Imre Lakatos, dont la contribution théorique, conceptuelle à l'épistémologie des sciences est l'introduction du concept de programme de recherche. Il dit que les sciences naturelles, la chimie atomique, la physique atomique, la chimie, fonctionnent par programme plutôt que par découverte. Et donc, ce programme, c'est une manière d'inclure dans la procédure scientifique, dans le temps long, avec un projet où il y a des étapes à fournir. Et bien sûr, ces programmes de recherche ne sont pas nécessairement écrits avant la science elle-même. Très souvent, ces programmes sont écrits a posteriori. On écrit la manière dont la physique théorique quantique a été faite, comment l'histoire de la chimie a été faite, rétrospectivement, en retraçant quel a été son programme de recherche. Bon, voilà, donc j'ai essayé d'appliquer cela à la sémiotique, donc c'était une manière de justifier cette histoire. Une autre manière un autre point de justification était de dire que c'était bien le moyen le plus sûr d'expliquer ce qu'est la sémiotique. Que la sémiotique s'explique par un programme de recherche plutôt que par une théorie, par exemple. Alors, voilà, ça c'est une chose que je voulais vous dire. J'ai pour moi encore deux choses. J'ai fait passer à Valdir, qui vous l'a peut-être communiqué, justement, cette partie, cette histoire de la sémiotique. Donc, si vous l'avez lu, on peut en discuter, parce qu'évidemment, j'imagine bien qu'elle est risquée, qu'il est risqué pour moi d'établir, même rétrospectivement, quel a été le programme de recherche de la sémiotique. Et en effet, ce programme, enfin bon, oui, c'est ça. C'est justement à ça que je veux en venir. Ce programme, en gros, c'est Greimas, puis la sémiotique des passions, Zilberberg, pour finalement arriver aux pratiques chez Fontani. En gros, hein, c'est surtout ces jalons-là qui m'ont intéressé, qui m'ont inspiré pour établir le programme de la sémiotique. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil. Désolé, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Donc, oui, vous avez reçu ce texte-là et vous avez reçu le compte rendu qu'on a fait à l'Impérissé et qui est apparu là tout récemment, le mois dernier, dans les nouveaux actes sémiotiques. Il y a justement une partie de ce compte rendu touche ce chapitre 3, ce que je viens de vous raconter. Et en substance, Alain Pérusset regrette que je m'arrête trop tôt pour lui. C'est-à-dire que je parle très peu finalement des pratiques, de la sémiotique des pratiques, que je ne
dit rien de la sémiotique du XXIe siècle, avec ce qu'il appelle le tournant socio-sémiotique. Que je ne parle pas des niveaux de pertinence de Jacques Fontany en particulier. Donc voilà. Alors, de sa part, ça n'est pas étonnant qu'il puisse le regretter, puisque lui-même vient d'écrire un ouvrage, un bel ouvrage que je vous recommande, qui est extrêmement instructif, qui fait réfléchir, un ouvrage qui s'intitule donc Sémiotique des formes de vie, dans lequel lui-même retrace et développe cette sémiotique d'après le tournant socio-sémiotique, et où le modèle de Fontany, des niveaux de pertinence, mais aussi des concepts venant de Derek Landowski sont mis à l'honneur. Donc, bien sûr, c'est un jeune garçon brillant, Jacques Fontany, dans la préface, dit « Ah, un sémioticien est né ». Il répète cette chose 2 fois, donc il semblerait que ça n'arrive pas tous les jours qu'un sémioticien naisse vraiment. Donc, voilà. Donc oui, c'est pas du tout étonnant, cette critique-là de sa part n'est pas étonnante, mais si on prend un peu de recul, si on ne fait pas seulement attention, si on ne s'attache pas seulement à la personne, mais si on regarde la critique, l'objection pour elle-même, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Elle m'inspire d'abord plusieurs choses. C'est que là, on est dans un programme de recherche, mais plus ce programme de recherche qui s'écrit rétrospectivement. Enfin, vous voyez, si c'est le XXIe siècle, nous sommes dans le XXIe siècle, et donc ce sont des paris sur l'avenir. Contrairement à ce qu'il prétend, le tournant socio-sémiotique et même les niveaux de pertinence de Jacques Fontany ne font pas consensus dans la communauté. D'ailleurs, ça fait si peu consensus que lui-même critique énormément cette théorie des niveaux de pertinence. Donc voilà, il y a... Et au-delà de la question du programme, je trouve que c'est tout à fait typique de cette fuite en avant que beaucoup de sémioticiens adoptent, en tout cas, au moins dans certains milieux sémiotiques. Je pense en particulier à la sémiotique française. La fuite en avant vers de nouvelles théories, de nouveaux objets, sans peut-être assurer les arrières, comme si le seul intérêt de la sémiotique était dans cette fuite en avant, dans ce futur si prometteur. Hein, et c'est parce que c'est vraiment, on sent que le regret est là. Le regret de Pérusset, c'est pas tellement, on parle même d'aujourd'hui, c'est plutôt de ce qui va arriver. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de jeunes sémioticiens. Donc, ça aussi, ça dit quelque chose de la sémiotique. Mais bon, je ne veux pas passer mon temps à prendre les questions ou les objections d'Alain Pérusset. Vous aurez les vôtres et ça m'intéresse d'entendre les vôtres. Oui, l'autre chose, c'est que par rapport à l'article que j'ai fait, quand j'ai décidé d'en faire un livre, je me suis donné une difficulté supplémentaire. Car je savais que quand j'ai répondu à mon ami, j'avais pris malgré tout, j'avais fait une facilité. Je m'étais donné une voie facile pour lui répondre. En quoi? En ceci,
que je n'ai parlé au fond que de la sémiotique de l'école de Paris, la sémiotique grémacienne. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais avec cela, si elle rencontre un autre sémioticien, qui par malheur ne serait pas grémacien, qui viendrait d'Italie, qui viendrait des États-Unis, qui viendrait des pays baltiques, de la Finlande, elle se dirait, mais Sémir m'a trompé, il m'a raconté une histoire qui ne parle pas du tout à tous ces gens que je rencontre, à tous ces sémioticiens que je rencontre, qui se disent aussi sémioticiens. Donc il me semblait que là, j'avais un choix difficile à faire, mais un enjeu peut-être aussi à relever, qui est essayer de prendre en compte cette hétérogénéité de la sémiotique, que si un Persien, un Lotmanien, un suiveur d'écho et un jeune fontanien, on va dire, si ça existe, peuvent se dire chacun sémioticien, il faut que devant les autres, les spécialistes des autres disciplines, on puisse dire ce qu'est la sémiotique. Je sais bien que si vous rencontrez un physicien ou si vous rencontrez même un littéraire, ils vont avoir une spécialité. Mais si vous leur demandez ce qu'est la physique, ils ne vont pas seulement vous parler de la physique quantique ou de la physique numérique ou de leur propre champ de spécialité. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne connaît rien à la physique et ils vont devoir donner une définition de la physique qui convienne non seulement à leur spécialisation dans la physique, mais aussi à des physiciens peut-être avec lesquels ils ne parlent jamais. Parce que, effectivement, dans ce domaine-là, les spécialisations sont tellement fortes qu'on n'a pas trop l'occasion de se rencontrer. Mais tout de même, ils ont suivi une formation, ils ont suivi, malgré leur distance, ils ont suivi la même formation en physique, qui permet que ces deux personnes puissent se dire tous les deux physiciens. Donc je trouvais intéressant de relever ce défi-là, de pouvoir dire ce qu'est la sémiotique en prenant en compte cette hétérogénéité. Voilà, ça c'était la difficulté supplémentaire qui m'intéressait de prendre, et en particulier, je commence par en disant, oui, mais est-ce que je vais dire déjà, est-ce que je vais commencer par dire que la sémiotique, ce n'est pas la sémiologie, que ce sont deux disciplines qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Choix difficile. Personnellement, j'ai fait l'autre. J'ai fait l'autre choix. Difficile aussi, hein. Mais j'ai fait l'autre choix de dire, d'assumer que la sémiotique et la sémiologie sont deux noms pour une même discipline. Enfin, pour une même discipline. Pour une même collectivité. Que celui qui se dit sémioticien, ailleurs peut se dire sémiologue. Ça m'arrive personnellement. Parce que de me présenter comme sémiologue. Parce que la sémiologie a tout de même un tout petit peu plus fait un peu plus d'écho, par exemple chez les journalistes, que la sémiotique. Et donc, lorsque je dois faire une conférence grand public, ça ne m'arrive pas souvent, mais l'année dernière, j'ai publié un livre sur René Magritte. C'est un livre où il n'y a pas un terme technique de la sémiotique ou de la sémiologie. Enfin, s'il y en a un, ça doit être, je crois que le plus technique, c'est signifiant. Signifiant, peut-être signifié. Mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment un livre que j'ai essayé de rendre lisible au plus grand nombre. Néanmoins, je dois expliquer, je dois prévenir mon public, attention, je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas non plus un philosophe, il se fait que ce livre s'intitule « Magritte et les philosophes ». Alors, comment est-ce que je me présente? Je me présente, ou le journaliste me présente, comme un sémiologue.
Et donc là, c'est une question finalement d'adresse, de public. Au grand public, je me présente comme sémiologue. Devant vous, je vais plutôt me présenter comme un sémioticien. C'est donc bien que pour moi, c'est la même chose. C'est la même casquette. Voilà. Pas facile d'avoir deux noms. Hein, mais enfin, pas impossible non plus. Regardez, les ethnologues sont aussi des ethnographes. Voire, les ethnologues sont des anthropologues. Hein, pas facile non plus de faire la distinction. On peut très bien dire, vous savez, l'anthropologie, l'ethnologie, c'est pareil. C'est pas tout à fait faux. Hein, en tout cas, dans certains cas, dans certaines situations, en particulier aujourd'hui, je pense que l'anthropologie et l'ethnologie se rejoignent complètement en termes de recherche, même si elles ont des histoires différentes. Donc voilà, il m'a paru, même si c'était un défi à relever, il m'a paru qu'il fallait prendre en considération toutes les tendances de la sémiotique et de la sémiologie pour la présenter d'un point de vue justifiable, épistémologiquement parlant, qui soit justifiable d'un point de vue épistémologique. Voilà le projet de livre. Et bon, est-ce que vous voulez que j'en dise un peu plus encore ou pas? Ou est-ce qu'on lance la discussion? C'est comme vous voulez. Je peux encore parler 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez, ou je peux m'arrêter là. Vous avez préféré 10 minutes encore? Oui, c'est passionnant. Je crois que c'est ce que... Oui. Moi, je n'ai pas besoin, mais c'est comme tu veux. Oui, merci. Bon. Alors, je vais vous donner l'idée principale du chapitre 1, qui est... Voilà. Qui est en fait la... Oh, bah, voilà, c'est bien, merci. Renata. Bon. Le chapitre 1, justement, prend à bras le corps cette question de l'hétérogénéité de notre recherche, de notre collectivité, de notre pensée collective. Son caractère hétérogène, ça me paraît être le point d'entrée le plus important. Parce que il se situe à tous les niveaux. J'en ai déjà cité deux, celui du nom, sémiologie sémiotique, celui des courants théoriques, peircienne, saussurienne, lamassienne, etc. Mais vous pourriez aussi penser à une hétérogénéité des objets, la littérature, la publicité, les animaux, le droit, la religion, quelquefois des choses aussi conceptuelles que la vie, le concept, c'est l'étude du concept, ça existe. Donc, vous voyez, une hétérogénéité totale des objets. Donc voilà, je trouvais que c'était le bon point d'entrée. Et aussi parce que c'est ce qui dérange le plus, ce qui fait le plus de difficulté dans la compréhension de ce que nous faisons lorsque nous parlons aux autres. En effet, sémiologie, supposons qu'on puisse dire science de. Déjà ça, c'est un peu difficile, mais enfin, supposons. C'est pour ça que j'ai préféré parler de savoir. Mais bon. Science de. Lorsque vous regardez la plupart,
justement de nos collègues dans les autres facultés, eh bien, c'est facile. Sciences du vivant, sciences des corpuscules non animés, sciences des langues, sciences de la société, sciences de l'homme, des civilisations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous donnez un objet, et cet objet peut être compris par X, Y, par tout le monde, quand bien même vous n'avez aucune idée de la science qui se porte sur elle. Tout le monde sait que c'est, enfin tout le monde sait, a une idée de ce qu'est une société, ou de ce que c'est qu'un être vivant, ou de ce que sont les étoiles. On n'a pas besoin d'un physicien pour tout de même avoir une idée de ce qu'est cet objet. Alors que pour le signe ou le sens, il y a un défaut de compréhension en dehors de l'approche scientifique qui va définir ce que sont précisément ces objets, si ce sont des objets. Donc, voilà une première chose, voilà la première difficulté, c'est que nos collègues scientifiques sont dans ce que j'appelle des disciplines de savoir, et une discipline de savoir se définit par son objet. Donc, on pourrait dire que c'est un savoir qui contient un objet, est défini par un objet, dans lequel il y a un objet. Et cet objet, lui-même, ne fait pas la compréhension de cet objet, n'est pas une difficulté première pour... voilà. Alors, quand on parle d'hétérogénéité, donc là, c'est tout à fait homogène. Une discipline est homogène parce que ce qu'elle fait, c'est théoriser son objet et produire des méthodes pour l'étude de cet objet. Qu'est-ce que je veux dire théoriser l'objet? Théoriser l'objet, en gros, ça signifie en avoir une meilleure définition que celle de l'homme de la rue. De pouvoir définir ce que c'est qu'un vivant, définir ce qu'est une société, ce qu'est une langue, ce qu'est une étoile, d'une manière qui est scientifiquement valide. Et puis, c'est produire des méthodes pour produire une étude de cet objet. Méthode d'étude, souvent une méthode d'analyse, en tout cas de description. Mais les descriptions sont le plus souvent analytiques. D'accord? Bon. Théorie et méthode, dans une discipline, c'est ce que la science produit sur l'objet. Voilà. Nous avons déjà les deux choses. Nous avons, pour une discipline, nous avons d'une part l'objet et d'autre part ce que je peux appeler un domaine théorico-méthodologique qui s'applique à cet objet. Alors, et donc c'est parfaitement homogène, c'est-à-dire que ça tend à un ajustement. Et la discipline, l'histoire d'une discipline, c'est l'histoire de cet ajustement. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne l'étude anthropologique, on peut tout de même voir que l'anthropologie n'a pas cessé de s'ajuster à la définition de l'être humain. D'abord, c'est une anthropologie spontanée, une anthropologie philosophique qui considérait que l'homme c'était l'homme blanc, puis il y a eu quand même la question raciale, et puis la question des enfants, la question des femmes, la question des enfants sauvages, et puis finalement la différence entre l'homme et le singe, l'homme Cro-Magnon et l'homme des Néandertals. Enfin voilà toute une série de questions anthropologiques qui
cherche toujours à s'ajuster, à ajuster la définition théorique de l'objet avec cet objet même. D'accord? Donc, une histoire d'homogénéisation et d'ajustement. Quand on a affaire à quelque chose d'hétérogène, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas qu'en sémiotique que nous avons affaire à l'hétérogénéité. Et bien d'habitude, on parle d'interdisciplinarité. On dit, cette interdisciplinarité, ça permet de rendre compte de divers types d'hétérogénéité, en gros 2, peut-être 3. La première, vous avez une science, mais elle est applicable, merci, elle est applicable à divers objets. Par exemple, la linguistique, ce qu'on a appelé le rayonnement de la linguistique, le fait que la méthode linguistique a pu inspirer des applications en dehors de son champ, ça c'est une interdisciplinarité par rayonnement. L'autre chose, c'est plusieurs théories qui s'intéressent au même objet. C'est typiquement aux États-Unis, mais c'est devenu un peu une tarte à la crème aujourd'hui, ce qu'on appelle les études, les studies. Donc, gender studies, ecology studies, enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dessus. Cultural studies. Comment? Cultural studies, mais non, en fait, non. Non, justement, là, je pense que c'est plus compliqué. Mais, non, pourquoi? Parce que, mais c'est bien, c'est parce que c'est pareil, culture, c'est difficile à cerner comme objet en dehors de l'étude qui va le définir. Voilà, il n'y a pas un consensus dans la langue ordinaire de ce qu'on peut appeler culture. Alors que pour gender, pour l'écologie, bien sûr, ce sont des objets problématiques. Donc, mais tout de même, il me semble que c'est toujours la question de l'empirisme. On peut au moins, il y a une référence. Le gender, ça renvoie quand même à quelque chose, on voit bien quoi. Même chose pour l'écologie. Pour la culture, c'est pas si net. Pour les signes, le sens, encore moins. Bon. Donc, voilà des formes d'interdisciplinarité connues. Mais ces interdisciplinarités-là sont toujours pensées à partir de la discipline. Il y a ou bien c'est une discipline qui s'étend, ou bien c'est des disciplines qui, en se conjoignant, vont former une nouvelle discipline. Puis il y a encore une troisième forme, et je laisse tomber, d'interdisciplinarité ordinaire. Et tous ces cas ne peuvent pas répondre de l'hétérogénéité sémiotique, évidemment. On ne peut pas dire que la sémiotique rayonne. Je suis désolé. Je ne vois pas des anthropologues, des économistes, ni même des linguistes qui sont tellement intéressés par nos théories, la théorie gamassienne, zilberbergienne, fontaninienne, ou même peircienne, pour analyser leurs objets. Donc, je ne crois pas que nous puissions dire que la sémiotique voudrait. Ah, ça oui. Ça, constamment, on se dit, on va faire de la sémiotique, on va vous montrer à quel point c'est intéressant de faire une sémiotique de la publicité, de faire une sémiotique du droit, de faire une sémiotique. Ça oui, bien sûr. Mais c'est toujours les sémioticiens qui le font. Les autres n'emploient pas notre méthode. Et par ailleurs, on ne peut pas dire que la sémiotique, ce n'est pas non plus, encore une fois, un ensemble de disciplines qui se concentreraient sur un objet. Donc, notre hétérogénéité, en fait, vous voyez bien qu'elle n'est pas pensée sous la forme d'une pluralité soit d'objets, soit de disciplines. Elle est intrinsèque. Donc, c'est ce que j'ai essayé, c'est la définition que j'ai essayé de présenter et d'essayer de comprendre d'un point de vue
épistémologique d'abord, mais aussi du point de vue de la confrontation avec les autres types de savoir, essayer d'expliquer ce que peut être une hétérogénéité intrinsèque. J'ai appelé ça, j'ai défini la sémiotique comme un projet intrinsèquement interdisciplinaire. C'est comme ça que je définis la sémiotique. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Betch, il se fait que la théorisation épistémologique que j'ai pu faire de ce concept de projet intrinsèquement interdisciplinaire me permet de dire que d'autres formes de savoir sont aussi des projets intrinsèquement interdisciplinaires. Que je n'ai donc pas une solution ad hoc. Ça n'est pas une solution épistémologique juste pour la sémiotique. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de légitimer, de justifier d'un point de vue épistémologique, parce que plusieurs formes de savoir sont dans le même cas. Lesquelles? Eh bien, précisément celles qui font difficulté dans l'organisation épistémologique ou comme je les appelle, gnoséologique du savoir, c'est-à-dire dans les classifications du savoir. Celles qu'on met soit au tout début de l'arbre ou dans les marges, enfin, qu'on ne sait pas bien ranger. Hein. Ce qu'on sait bien ranger, c'est les sciences de la nature, les sciences humaines. Ok, mais la philosophie, pas clair. En fait, c'est un projet intrinsèquement interdisciplinaire, la philosophie. Les mathématiques, pas clair non plus, parce que quand on parle des mathématiques, tout à coup on oublie complètement les sciences de l'ingénieur, qui sont pourtant des sciences mathématiques. Ce sont bien un projet intrinsèquement interdisciplinaire. Et je pense aussi que les cultural studies sont aussi un exemple de projet intrinsèquement interdisciplinaire. Donc la sémiotique n'est pas seule là-dedans. Elle peut apprendre et comprendre son positionnement et son type de recherche à travers justement, la philosophie a une longue histoire, à travers le positionnement de ces autres types de savoirs que sont la philosophie, les mathématiques ou, plus proche de nous, les cultural studies. Voilà ce qui est la justification épistémologique que je donne à cette sémiotique qui n'est donc pas résumable au programme crémacien, mais qui doit pouvoir recouvrir les recherches qui se font si on lit Eco, Peirce, Lotman, and so on. Groupe Mu. Voilà. J'ai deux questions. Diana, deixa eu ver se eu te acho aqui. Non. Bon. On a commencé à parler de ça le matin au petit déjeuner déjà, mais j'ai des questions en t'entendant parce qu'il y a des choses qui sont devenues plus claires. Bon. La première, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Quand tu dis que les gens d'autres disciplines ne veulent pas de la sémiotique, ils ne veulent pas de la sémiotique pour s'occuper de leur objet, bien sûr. Mais nous non plus, nous ne servons pas des théories de je ne sais pas quoi pour nos objets. Ce qui peut se passer d'une certaine façon, c'est que ces gens-là, ils cherchent la sémiotique comme une partie de la découverte de leur objet. Et moi, j'ai des exemples sur ça. Par exemple, j'ai été invitée à co-diriger des thèses
pour des gens qui travaillaient en des trucs d'économie, administration, des choses comme ça. Ils ne m'ont pas cherché pour faire ça, mais parce qu'ils avaient des documents analysés. Ils ne savaient pas comment faire ça. Et j'étais très contente du résultat. Au moment de la soutenance, par exemple, moi j'étais là, j'écoutais, je n'étais pas la directrice de la thèse. Et il y avait des Portugais surtout qui travaillaient sur ça au jury. Et à ma surprise, ils ont dit la plus bonne chose de ta thèse, ce sont les analyses sémiotiques. Alors, c'était quand même quelque chose. C'est vrai, ils se sont servis d'une méthodologie de la sémiotique pour travailler sur ça. Mais ça, de toute façon, a été utile dans un travail dans une autre branche et pas seulement. Je parle de mon expérience, mais on pouvait parler, j'ai beaucoup d'autres. J'ai été invitée par un grand avocat à donner pendant tout un semestre des cours à ses étudiants. Et ce n'était pas monsieur qui travaillait sur la sémiotique, parce qu'il y a des gens qui font de la sémiotique du droit. Mais non, il croyait que la connaissance de la sémiotique était très importante pour les gens qui travaillaient en droit. Alors, tu vois, je pense qu'il y a le rapport comme ça qui se font et que ce n'est pas seulement le délire de sémioticiens qui prennent de place n'importe où. Mais je comprends que c'est une sorte de rapport délimité. Alors, il s'intéresse à nos résultats plutôt et à une méthodologie qui permet d'arriver à ça. Ça, c'était le premier commentaire. Il y a un commentaire sur le commentaire. Bon, bien sûr. Bon. Et la deuxième chose, c'est quand tu parles de différentes sémiotiques, je pense qu'il y a quand même un problème là-dedans qu'il fallait résoudre. Parce que nous, on parle explicitement d'une sémiotique persienne. Et on dit que Écho était lié à cette sémiotique et tout ça. Bon, alors, quand on parle d'une sémiotique persienne, je peux montrer quelles sont les possibilités, les dialogues possibles entre une sémiotique discursive, la sémiotique persienne n'est pas une sémiotique discursive, qui travaille sur des textes, que ce soit des pratiques ou n'importe quoi. Elle travaille sur d'autres questions plutôt philosophiques. C'est différent de ce qu'on fait. Et je peux montrer ce rapport-là. Alors, mais il y a une énormité quand on va dans les congrès de l'Association internationale de sémiotique, depuis le début de tout ça, quand il avait Sibioc, par exemple, déjà là-dedans, il y a pas mal de choses qui ont pris le nom de sémiotique. Des gens qui travaillent en rhétorique, ce sont des sémioticiens, des gens qui travaillent sur ça, sur ça, sur ça. Il y a pas mal de choses. Je ne suis pas contre ça, c'est pas ça. C'est pas à nous seulement les noms. Mais ma question, c'est que ces choses-là ne sont pas bien définies du point de vue ni théorique, ni méthodologique, parce que si tu penses à Peirce, c'est bien défini, théoriquement et méthodologiquement. Si tu penses à Lotman, c'est bien défini, théoriquement et méthodologiquement. Mais il y a quand même une énormité d'autres choses. Quand tu penses à la sémiotique, que moi je préfère dire discursive ou grémasienne, si tu veux, c'est bien défini théoriquement et méthodologiquement. Mais il y a quand même une autre quantité des choses, que c'était
des choses que nous, on disait, ce sont des sémiologies, mais qui ont pris les noms de sémiotique, surtout dans l'Association internationale de sémiotique. Alors, il fallait quand même essayer de voir qu'est-ce que sont ces choses-là pour pouvoir établir ces rapports que tu as dit, ce rapport entre toutes ces gammes de possibilités théoriques. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Je me rappelle bien de plusieurs noms qui parlaient dans chaque congrès, parce que je suis allée à plusieurs de ces congrès-là, congrès de l'Association internationale de sémiotique, et moi, je n'arrivais pas à comprendre où est-ce que ça se plaçait d'un point de vue théorique ou méthodologique. C'était plutôt des commentaires sur les sens. C'est toute autre chose. Alors, pour moi, c'est toute une autre chose. Alors, comment est-ce que tu penses, c'est ça que je veux savoir, comment est-ce que tu penses toutes ces choses-là, le travail, ça commence aux travaux de Sibioc, de tous ces gens-là, comment est-ce que tu vois tout ça et quand tu parles par exemple de Roland Barthes était plutôt lié et moi j'aime beaucoup les choses qu'il fait. Alors, mais il était plutôt cité et une sorte de Dieu par un groupe comme ça qui était tout à fait hétérogène. C'est ça. Merci Diana. Mais oui, bien sûr, je comprends que ces questions nous intéressent. Oui. Je n'ai pas de réponse à ces questions. Je cherche à expliquer la sémiotique depuis l'extérieur, depuis un regard extérieur. Donc, cette diversité si difficile à saisir, elle ne peut intéresser un regard extérieur que précisément comme diversité, sans avoir à se positionner dans cette diversité. Si tu veux, pour te rassurer, justement, regarde la philosophie. Regarde la philosophie. Est-ce qu'il n'y a pas dans des congrès de philosophie un peu larges des courants très définissables, très rigoureux, parce que justement construits comme une théorie et comme une méthode, et d'autres courants de la philosophie où les questions théoriques, méthodologiques semblent céder le pas à d'autres considérations. Et que la question, bien sûr, qui travaille les philosophes de manière interne, mais qui, en même temps, je crois qu'ils se retiennent de poser un peu durement, c'est de se dire, mais toi, tu es philosophe, vraiment? Tu vois, toi qui n'es pas rigoureux comme moi, qui n'est pas un husserlien pur et dur, hein, mais qui t'occupe d'une philosophie jungienne. Est-ce que tu as droit au nom de philosophe, hein? La question se pose dans d'autres champs de savoir que le nôtre. Elle se pose, elle inquiète, parce qu'évidemment c'est une question aussi d'avenir, hein, de se dire, oui, mais la philosophie doit être quoi? Ça doit être un programme de la rigueur, ou ça doit être un programme pas très... On ne sait pas très bien où on est d'un point de vue théorique. Mais voilà, donc de l'extérieur, il y a quand même une variété philosophique qui semble être admise d'un regard extérieur et aussi de l'intérieur. Et les philosophes disent, oui, c'est comme ça. Dans mon département, il y a un philosophe, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne comprends même pas pourquoi il se dit philosophe, mais il se dit philosophe, je l'accepte, il est dans le même département que moi. Je pense que nous avons exactement le même problème en sémiotique.
Et donc, je ne cherche pas à rendre compte, à expliquer, juste à dire, à constater la chose, à constater que cette variété, que cette diversité nous identifie collectivement. Nous sommes sémioticiens aussi par cette diversité, par le fait qu'il y a peut-être quelqu'un, mon voisin, et peut-être un sémioticien, dont je ne comprends rien de ce qu'il fait, je ne sais même pas en quoi il est sémioticien, mais je dois admettre que c'est un sémioticien comme moi. Écoute, mais tu viens de dire, et ça je suis d'accord, la variété caractérise toute le branche. Alors, ce n'est pas une caractéristique de la sémiotique. Ah non. Oui. Ah non, 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 non. Ah non, 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 je ne pense pas. Les physiciens dans différentes branches et s'acceptent comme ça. Oui, non, ils acceptent une spécialisation. Ils acceptent bien sûr qu'il y a une spécialisation, mais je ne crois pas que la question se pose avec autant d'acuité pour un physicien que pour un sémiologue ou un philosophe. Je pense que... Bien sûr, c'est la différence des sciences humaines, voilà, c'est encore une fois, du point de vue de l'extérieur, il y aura quelque chose qui définira un physicien et qui te dira si tu es dedans ou dehors. Et donc, je réponds aussi comme ça à ton commentaire. C'est que, bien sûr que j'espère, bien sûr que d'un point de vue ponctuel, j'imagine qu'il y a des dialogues possibles entre les sémioticiens et d'autres spécialistes, d'autres chercheurs, que nous ne travaillons pas en vase clos uniquement. Je l'espère, je le sais, évidemment. Mais lorsque j'ai parlé de cela, c'était du point de vue de la définition disciplinaire. Du point de vue d'une définition disciplinaire, ce qu'on appelle une interdisciplinarité par rayonnement, ou même entre deux disciplines, bridge building. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ça va créer une nouvelle discipline où la méthode vient d'une discipline et l'objet d'une autre. Par exemple quoi la neuroendocrinologie. Tu vois, la neuroendocrinologie. Neurolinguistique. Oui, voilà, ou même neurolinguistique, voilà. La psycholinguistique, la méthode vient de la psychologie, l'objet vient de la linguistique. Donc là, tu vois, et ça devient disciplinaire. Il y a des gens qui peuvent se dire neuropsychologue ou psycholinguiste. Alors que dans ces rencontres, dans les rencontres que tu as données, ça ne crée pas d'identité disciplinaire. Ce sont des rencontres fortuites, riches, sans doute, mais qui n'ont pas d'enjeux disciplinaires. Ce pas des questions ce sont des enjeux. Voilà. Merci. Merci à toi. D'autres questions? Norma? Bon, tout d'abord, je te félicite, Céline, pour ton courage pour affronter les adversités que le monde éditorial t'offre. Et tu as répondu avec un livre. Mes félicitations. Merci. Tu as parlé d'un projet intrinsèquement interdisciplinaire. Oui, c'est un peu... Tu as parlé de l'hétérogénéité constitutive de la sémiotique grébasienne, qui c'est la nôtre, et aussi des autres sémiotiques, éco, latin, etc. Je voulais t'écouter à propos du principe d'immanence de la langage. Quel est le rôle du principe d'immanence de la langage pour fonder une base solide qui supporte cette hétérogénéité, ces variations, comme a dit Diana, et même cette nature intrinsèquement
interdisciplinaire. Et si tu peux parler un peu à propos du principe d'immanence du langage. Merci. Quel est le rôle Merci, Norma. En tout cas, je dois te décevoir. C'est une question que je n'aborde pas dans mon livre. Je pense que Valdir a déjà des réponses bien mieux élaborées que moi dans son livre Épistémologie sémiotique pour répondre à ta question. Mais tout de même, je ne veux pas me défiler, je vais essayer de penser tout. Je justifie ma question parce que tu es en Jens Lehmann. Oui. C'est une deuxième question, encore plus difficile que la première. Je le crains. Écoute, oui, c'est quand même une très bonne question. Je suis quand même parti du problème qui s'est posé à Saussure. Le problème qui se posait à Saussure et pour lequel et qui l'a incité à inaugurer un projet scientifique qu'il appelle sémiologie comme étude de la vie des signes dans la vie sociale, ce qui l'a incité à inaugurer ce projet, c'est un problème épistémologique et gnoséologique qu'il rencontrait au sein de sa discipline, à savoir la linguistique, et en particulier la linguistique diachronique. Donc, je veux être précis, qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, ce que j'appelle gnoséologie, c'est le rapport des savoirs entre eux, le rapport des disciplines entre eux, la classification, l'organisation des savoirs. Et donc, pour moi, c'est quand même différent d'une épistémologie, puisque tu peux faire de l'épistémologie d'une seule science, sans jamais te poser la question du rapport de cette constitution épistémique à l'égard de ce que fait le voisin. Donc, pour moi, les questions épistémologiques et les questions gnoséologiques sont quand même distinctes. Or, Saussure, je pense, avait un problème qui était non seulement épistémologique, mais aussi gnoséologique, à savoir que la linguistique de son temps était rangée ou bien parmi les sciences sociales, on considérait que la langue était une institution, ou bien parmi les sciences psychologiques, parce qu'on considérait que la langue, finalement, c'était de l'ordre d'une faculté mentale, ou bien encore parmi les sciences historiques, parce que les faits de langue à étudier ne sont intéressants que si on prend en compte l'histoire de ces faits. Donc voilà les trois propositions d'organisation, d'intégration de la linguistique dans un groupe de sciences, historiques, psychologiques, sociales, même si le groupe sociologique n'existait pas encore vraiment à l'époque. Mais tout de même, Whitney, c'était ça. Whitney prétendait que la langue était une institution sociale. Et c'est à la fois justement le fait qu'il y ait un débat sur cette insertion, que précisément plusieurs options étaient présentes à son esprit qu'il voyait bien qu'il y avait un problème. Et puis aussi, il trouvait qu'à chaque fois, cette solution était une solution pas satisfaisante d'un point de vue
épistémologique. Que si on définit la langue comme une histoire, on manque quelque chose. Si on définit la langue comme une institution sociale, on perd quelque chose d'important dans la langue. Pareil pour la faculté de l'esprit. Et donc, le geste d'inauguration de la sémiologie par Saussure, c'est de dire non, la linguistique fait partie des sciences sémiologiques. Sciences sémiologiques qui n'existent pas encore, mais qui seules sont capables de donner une constitution correcte de ce qu'est l'objet de la linguistique, la langue. Or, cette constitution sémiologique, la langue comme objet sémiologique, ben ça, justement, il n'y a qu'à lire, alors là, c'est l'épistémologie, il n'y a qu'à lire la deuxième partie du cours de linguistique générale pour le savoir, c'est que c'est un objet intrinsèquement hétérogène. La langue est un objet intrinsèquement hétérogène. Et donc, en fait, peut-être qu'on pourrait dire, peut-être que tu serais d'accord, mais moi-même, il faut que je réfléchisse là-dessus, que intrinsèquement est une forme d'équilibre. C'est le mot que j'ai choisi pour traduire immanence. Ah, oui. Tu vois ? Merci. C'est dans l'immanence que l'objet de la sémiologie, comme celui de la linguistique, est hétérogène. Ok? Você pode se aproximar para pegar o som? Le problème, c'est que je voudrais parler sans cette masque-là. Bon, tu peux t'approcher et enlever le masque. Bon, premièrement, je ne savais pas que mon ethos était si terrifiant au point que tu considérais que l'évaluateur qui a contesté ton article, c'était moi. Cruel, l'évaluateur cruel. Cruel. Mais quand même, je vais apporter quelque chose sur la question récit, narrativité, etc. Voilà. Bon, mais je pense qu'on ne peut pas sublimer le champ de la sémiotique. On ne peut pas idéaliser une unité quand on en parle. C'est-à-dire, je crois qu'après la mort de Greimas, la sémiotique a eu une grande dispersion. Chaque disciple a constitué son petit coin. Et Tito, la sémiophysique, Klingenberg, la sémiogénèse, Marchand, la ethnographie, Vandaro, la psychosémiotique, etc., Fontanille, les pratiques, etc. C'est-à-dire, chaque disciple a constitué sa propre sémiotique. Et dans ce sens-là, tu fais bien de faire un livre comme ça pour nous aviser un petit peu plus que nous avons besoin d'être conscients de cette dispersion, de n'avoir pas une unité. Ce n'est pas une attitude, disons, transparente si on ne rapporte ça. Et je raconte une petite anecdote. J'étais à Paris en 2020, pendant la pandémie, on était chez Denis Bertrand, et était là-bas François Baudron et notre jeune ami Amir. Voilà. Et je posais à Denis la suggestion suivante. Denis, pour que les étudiants puissent savoir un petit peu plus des différentes théories entre la sémiotique, je vous propose de lancer un bouquin intitulé « Ce qui me distingue d'eux », avec un entretien avec Coquet, avec Petitot, etc., etc. Bon.
Et je dis, par exemple, Baudouin, qu'est-ce que tu distingues des coquets? Il dit, tout. Tu vois, les deux sont sémiotiens. Tu vois, donc, ça c'est le premier problème. Et par rapport à la question de la narrativité, la question de la immanence, je voudrais vous inviter, tous mes collègues, à lire mon livre épistémologie discursive, parce que là-dedans, je me prétends, sans aucune présomption, d'être un défenseur radical d'une immanence radicalement posée en termes d'épistémologie, pas en termes de méthodologie descriptive hors du texte, point de salut, etc. etc. Non, ce n'est pas ça. C'est l'immanence épistémologique, c'est-à-dire la connaissance humaine, elle ne peut être autre chose qu'immanent au langage. Voilà, c'est le défi. Mais bon, alors, quand on réfléchit sur la question du récit, la petite restriction que j'ai suivie avec le site évaluateur Cruel, c'est que je pense que, et tu as dit bien, il y a des textes qui ne sont pas narratifs, il y a des textes qui ne sont pas récits, mais je pense que les projets grémanciens a été fait pour donner une espèce d'âme narratologique pour les raisonnements humains. C'est-à-dire l'âme humaine, c'est une âme narratologique. Même si on a des objets dont le récit, les actants, les parcours narratifs, etc., ne soient si visibles. Mais dès qu'il y a quelques morceaux d'ascension, dès qu'il y a quelques morceaux de manipulation, etc., on a déjà le fond narratologique de la chose. Moi, je trouve que ça, c'est la principale contribution de Greimas, c'est-à-dire de récupérer la narratologie mythique, c'est-à-dire les raisonnements mythiques, à côté du raisonnement logique, de philosophie, etc., de grands systèmes, etc., il a récupéré avec Lévi-Strauss pour le mythe, etc., récupéré les droits de citoyenneté pour l'esprit narratologique de l'être humain. Moi, je trouve que ça, c'est le fondamental. Donc, on va voir ça dans tous les objets, indépendamment s'ils sont plus ou moins narratifs dans la superficie. Ils sont narratologiques dans son fondement. Voilà, c'est pas une hypothèse, c'est pas une thèse, c'est pas développé, mais c'est une réflexion à partir du contexte, à partir de ces chapitres-là. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est une réflexion à partir de mon texte? Parce que tu trouves que mon texte ne dit pas ça ou... Non. Dans cette discussion, quand tu dis il y a beaucoup de textes qui ne sont pas narratifs. Oui. Oui, ils ne sont pas narratifs dans cette superficie. Oui. Mais ils sont narratologiques dans son fond. Même une peinture. Non, ça non, parce que, en tout cas, je suppose, mais je dis le moins, que quand on en vient aux passions, les passions n'ont pas nécessairement un fondement narratologique. Et non seulement cela, mais Zilberberg trouvait que le fondement était plus passionnel que narratologique. Que ce qui se trouvait au fond de tous les objets, ça n'était pas justement ce principe narratif, c'était autre chose. C'était un principe tensif. Un principe tensif c'est l'affect. Et donc là, voilà. Donc,
Oui, mais Greimas disait la première définition de Greimas pour la passion, c'était une lecture des actions. Au début, oui. Mais les passions, c'est exactement l'affectation d'un corps devant l'action de l'autre. Elle ne surgit pas dans le sang, simplement. C'est-à-dire, c'est enfin, voilà. Moi, je trouve que la passion, c'est créer, gérer dans les parcours narratifs, dans la narration. Elle n'a pas une indépendance. D'accord, je comprends ton objection, mais justement, oui, nous avons un désaccord à ce sujet, mais voilà, c'est bien parce que je sentais bien que ce chapitre, c'est le chapitre polémique pour nous tous, parce que cette histoire est déterminante, nous détermine dans nos enjeux, justement, dans nos passions épistémiques et théoriques et épistémologiques. Donc, que bien sûr, et que l'histoire que je fais, j'ai essayé de la faire la plus objectivement possible, mais c'est ce que je disais avec Pérusset. Chacun la tire un peu vers son propre compte, vers ses propres intérêts, vers sa propre conviction. Et en tout cas, moi, j'ai fait, même si dans les grandes étapes, ce sont les noms, aucun nom n'apparaît, hein, mais tous ces musiciens de l'école de Paris lira très facilement les noms de Greimas, de Silberberg et de Fontani, et on voit bien que ce sont ces trois noms-là qui gouvernent un peu le récit. Donc, bien sûr, c'est une sélection, j'ai fait une sélection drastique qui me paraît de comprendre le projet collectif le plus large. Hein. Mais même comme cela, certainement, nous ne faisons pas la même. Il y a des petits... C'est comme en musique, tant qu'on n'a pas la dernière note, on ne sait pas quelle est la tonalité d'un morceau, hein, on ne connaît pas l'harmonie. Et donc là, c'est pareil, hein, en fonction de la dernière note qu'on donne, le dernier mot, on ne sait pas si finalement, quel est le principe qui est au fondement de ce projet sémiotique. Moi, je ne crois pas que le narratif soit le fondement du projet sémiotique de l'école de Paris. Non, je pense qu'il n'est pas. Non, je pense qu'il l'a été et que nous en avons changé. Qu'il a changé. Oui. Bon, ma dernière observation, commentaire, c'est un défi, un jeu. Je n'ai pas lu le livre encore, j'ai parcouru en diagonale. Et tu fais bien d'essayer de montrer la différence du savoir sémiotique pour le savoir linguistique, l'analyse du discours, etc., etc. Une chose que je pense qu'il faudra un jour faire, c'est éviter de mesclage, en mot en français, de mêler le savoir sémiotique avec le savoir philosophique. Je pense que Saussure j'ai écrit quelque chose dans les bouquins. J'ai parcouru les écrits de Saussure pour savoir que Saussure considérait la philosophie un déficit pendant la langue. Il dit, pour les philosophes, le monde est adamique, c'est-à-dire on donne des noms aux choses. Jomsler, de son côté, a refusé la philosophie. Dans l'article sur les corrélations morphomatiques, il fait un discours complètement anti-philosophie. Il fait une opposition sévère entre le discours philosophique, qui lance une pierre fondamentale et construit un grand raisonnement, et les théoriciens linguistiques qui va à l'empirie du texte, qui va extraire les structures à partir de l'empirie. Voilà pourquoi il appelle les principes d'empirisme. Il n'aime pas beaucoup ces mots-là parce qu'il y a confusion de l'empirisme
anglais, etc. Mais quand même, il dit, bon, on devrait donner un nom. Empirine, ça signifie d'être toujours devant l'objet. Et ça, la philosophie ne fait pas. Voilà. Et Rimas, on sait beaucoup, on lit le premier chapitre du Dissens, il méprise la philosophie. C'est-à-dire, il met la philosophie à distance. Même s'il, parfois, appelle Merleau-Ponty sur la question de la perception, etc. Mais moi, ça c'est le défi. On devrait, sans aucun jugement pour le discours philosophique, ce n'est pas de contester le discours philosophique, c'est situer un peu plus clairement les savoirs sémiotiques devant les savoirs philosophiques. Sinon, on fait un mélange. C'est un peu comme je vois les tournants philosophiques de la sémiotique. C'est-à-dire, on fait une lecture un peu superficielle de Merleau-Ponty, de Husserl, etc. En fait, je dirais, on perd de la transparence, on perd de la nettoyété de l'objet sémiotique. Voilà, c'est cette réflexion que ton texte m'a fait. Je peux réagir un tout petit peu. Je sens dans ces rejets saussuriens, yemsléviens et grémassiens une peur qu'on les considère comme que leur entreprise est une entreprise philosophique. Donc, ce rejet et ce mépris sont encore une fois, des peurs d'être qu'on ne les comprenne pas. Donc, en fait, on est tout proche. Je pense que, en fait, cette démarcation, c'est en réalité parce qu'on n'est pas à l'aise, qu'on tremble devant cette tentation diabolique qu'est la philosophie. On tremble érotiquement devant cette philosophie. Donc, en effet, je pense que il n'y a que lui, que la tentation philosophique est très grande et que nous avons... Moi, j'ai dans cette... au moins pour l'école de Paris, il y a, je pense, 4 grandes disciplines, grands types de savoir que nous avoisinons et qui nous tentent, au moins dans l'histoire, la linguistique, les études littéraires, la philosophie et la sociologie. Aujourd'hui, la sociologie. Si, parce que la sociologie, il faut voir ce que font les sociologues aujourd'hui. Ils travaillent beaucoup sur les textes. Beaucoup. Sur la publicité, sur les images. Mais on est étonné quand on lit ces milieux sociologues. On dit, ah bon, c'est la sociologie, ça. Ça aurait pu être assez biotique, franchement. Voilà. Je fais seulement un commentaire très rapide sur la question de la pensivité, parce que je crois qu'il y a aussi là-bas, dans la pensivité, dans ce concept, ce que Valdir appelait narratologie fondamentale, parce que Weber disait que la notion de jonction, c'est central pour comprendre la pensivité. Et la notion de jonction est aussi une relecture, on peut dire, du champ de présence, etc. Je crois aussi que même dans la pensivité, il y a cette narratologie fondamentale pour utiliser le terme de Valdir. Et même si elle n'est pas très explicite dans un premier moment, je crois qu'elle est là aussi. C'est seulement un commentaire. Dans la notion de jonction. D'accord. Voilà. Je veux aller relire ce que tu dis d'André.
On n'avait jamais pensé à cette lecture-là. Merci. Mais alguma questão? Nossa, fiquei grande. Alguma questão do pessoal? Alguma questão do pessoal que está online? Precisa ser no chat, se houver. Até agora não teve nenhuma. Acho que o Ivan está escrevendo. Ivan está escrevendo, vamos ver. Pendant qu'Yvan écrit une question, je voudrais faire un petit commentaire peut-être hors contexte. Mais il y a longtemps, j'ai soumis un texte, un article qui n'a pas été accepté et qui... Et je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas transformé le rejet en victoire comme toi, mais surtout parce que cela n'était pas quelque chose de central pour moi. J'avais fait une petite étude, pas si petite que ça, mais je travaillais à la Pontificia Universidade Católica. Bon, la psychologie là-bas, grosso modo, était ou est toujours attachée à, on peut dire, lignage français. Mon mari est psychologue à la USP. La tradition de la USP est plutôt est plus forte dans le côté plutôt américain, statistique, etc. Donc, j'ai fait une petite comparaison et j'ai vu que des textes de psychologie publiés dans de journaux français alliaient plutôt. C'est grosso modo, okay. Et ça peut avoir veillé. Voyez la psychologie comme intimement liée aux sciences humaines. Peut-être à la sociologie, même la psychanalyse, ça va dans les mythes, donc l'anthropologie aussi. Les revues américaines voyait plutôt des chiffres alliés, donc la psychologie aux statistiques, aux réplications. Et il n'y avait pas d'article russe. Et la psychologie russe, c'est ce qui m'a provoqué, d'après ce que j'ai compris, était attachée à la philosophie. Donc, un psychologue russe qui soumettait un article à une revue américaine était compris comme « qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas de la psychologie. » La même chose dans une revue française, disons. Et vice-versa, un Français qui n'était pas connu, mais qui essayait de publier aux États-Unis. Ça, c'est pas de la psychologie. Donc, je crois que c'est un peu... ça a un rapport intime. Et là, c'est un rapport évidemment de pouvoir. L'épistémologie dominante dans certains contextes qui reconnaît ou ne reconnaît pas. C'est différent de notre jardin sémiotique. Là, on a beaucoup de plantes qui grossissent. Ce n'est pas une monoculture comme la psychologie américaine, disons, et en étant évidemment... en exagérant pour pointer la question. Oui. Je me rends compte d'abord de mon ignorance
de l'état des autres formes de savoir et que l'hétérogénéité est grande partout, bien sûr. Je veux croire que l'hétérogénéité est généralement plus grande, soit du côté des méthodes, soit du côté des objets. Mhm. Si on prend par exemple l'histoire a une... Bien sûr, il y a des courants en histoire, mais tout de même, les historiens sont très soudés d'un point de vue théorique et méthodologique, Mhm. alors que l'hétérogénéité totale du point de vue des objets, Mhm. on peut faire une histoire de n'importe quoi. Je suppose qu'en psychologie, c'est typiquement, c'est presque le bon cas inverse. Mhm. Les théories font que la psychologie, effectivement, le champ même de l'objet psychologique est délicat. On se dit, est-ce que c'est relève de la philosophie, des sciences de l'homme, ou tout simplement des sciences du vivant, parce que c'est des questions neuronales, etc. Mais malgré cela, je suppose, et je le dis avec beaucoup d'incertitude, que on peut travailler un même objet avec des méthodes différentes et dire cet objet-là, c'est bien un objet qui relève de la psychologie et non pas de la philosophie. Donc voilà, je me dis que l'hétérogénéité psychologique, elle est d'un côté, mais un peu moins que la sémiologie, que la sémiotique du côté de l'objet. Donc nous avons donc, le côté méthode et les côtés objets. Oui. Nous avons la double hétérogénéité. Oui. Totale, oui. des deux côtés. Il y a une question. Question de Sémir, écrite au chat. Je lis peut-être. Sémir, faut-il mettre... Merci Yvan, bonjour. Faut-il mettre en rapport l'expression pratique discursive du titre de ton nouveau livre avec les vues récentes de Jacques Fontany lorsqu'il parle des niveaux de pertinence de l'analyse sémiotique? Ou bien s'agit-il d'une autre notion? Bon, Yvan, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui me fait plaisir. Évidemment, Alain Perusset n'a pas vu que j'étais en train de discuter, bien sûr, des pratiques discursives, des pratiques sémiotiques, que je suis complètement dans la sémiotique, que je fais, moi, de la sémiotique du XXIe siècle, en intitulant ce livre des pratiques discursives du savoir, et que mon objet, en tant que sémioticien, ce ne sont pas les textes de sémiotique, ce sont les pratiques discursives des sémioticiens. C'est ça que j'essaye d'analyser. Et je le fais en situant ces pratiques dans leur cadre, qui est le cadre épistémique, le fait que leur référence, c'est le savoir. Hein. C'est le propos même d'une pratique sémiotique, c'est d'être un objet de savoir. Et d'autre part, de situer d'un point de vue des personnes, et donc là je prends le cas de Barthes, et puis du côté, non pas de ce que disent les textes, mais de la manière dont ils s'écrivent. Hein? Donc, et par ailleurs, toi, tu m'as bien lu, Yvan, et donc tu as pu poser la question avec beaucoup de pertinence, de perspicacité. Mais Alain Perusset, qui n'a pas lu tous mes écrits, ne sait pas que les niveaux de pertinence de Fontany, de mon point de vue, sont réductibles à deux objets, les textes et les pratiques. Il n'y en a pas d'autres. Les formes de vie, ce n'est pas un objet du même type que ceux-là, et les corps actants, puisque Perusset retient comme objet médian entre les textes et les pratiques,
ne sont pas non plus des objets sémiotiques, au même titre que les pratiques et les textes. On n'a pas besoin d'autre chose que de textes et de pratiques, à mon avis. Et c'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà pas mal. C'est déjà une ambition incroyable si on se donne ces deux objets-là. Donc oui, en fait, ça, je ne le théorise pas, je ne le réexplique pas, je ne fais pas un livre de théorie sémiotique. Mais en fait, ce livre est soutenu par une théorie sémiotique où les pratiques discursives et plus globalement sémiotiques sont bien un objet pour la sémiotique. Merci Yvan. Merci, Semir. Merci. Bom, acredito que... sim, sim. Eu tenho recado. Eu também. Se você quer fechar, depois eu tenho recado. Sim, obrigada, eu já tinha sido avisada. A gente, então, antes de agradecer ao Semir, etc., porque senão as pessoas começam a desligar, gostaria, então, de fazer os recados. O próximo FAPS, deixa eu ver se eu acho a tela aqui, está previsto para... Qual data de setembro? Eu esqueci. 21 de... Desculpe. O próximo é 23 de setembro. E ele vai ser com a presença... Aliás, é uma ótima coincidência, por Semir ter falado da sociolinguística, ele vai ser com o Matheus Schwartzman, que tem feito essa abordagem sociolinguística, sociossemiótica, melhor dizendo, né? Que linguística. Sociossemiótica das questões que ele trata, então não vai deixar de ter um grau de continuidade na diferença aqui. Matheus Schwartzman, da Unesp. Então, convidamos a todos para o dia 23 de setembro, mesmo horário. A gente ainda não sabe se vai ser híbrido ou se vai ser online apenas. Okay? Isso é a primeira coisa. A Renata Mancini, que há algumas semanas faz parte agora da USP, deixou a UF, a Federal Fluminense, agora está aqui na Linguística, no Departamento de Linguística da USP, tem um recado a dar. Você quer vir aqui, por favor, Renata? Obrigada, Beth. É um recado, na verdade, que eu faço em nome dos editores da revista Estudos Semióticos, o Ivan e a Eliane. É que acaba de sair, hoje, o dossiê temático Semiótica e Verdade, organizado pelo Paulo Demuru e Francisco Seda. Então, é um dossiê com muitas coisas interessantes, tem 14 contribuições, dentre as quais a gente cita algumas, que é a própria Diana, que está aqui com a gente, a Diana Luz, o Eric Landowski, Gianfranco Marrone, Santaella, Máximo Leone, etc., etc. Então, é um dossiê, vou repetir a temática, Semiótica e Verdade, que é uma temática candente. Carolina também é editora. E Carolina também é editora. Tá certo, Carol? Desculpa. Então, é uma temática candente, então estão todos convidados a conhecer esse novo dossiê que acabou de sair. Perfeito, obrigada. E... Oi? Tem um recado, depois eu posso dar também. Não, acho que é melhor agora. Que aí a gente encerra, porque uma vez encerrado é difícil pegar as pessoas de volta. É ruim falar para uma tela, tendo o público do lado. Se tiver parler en português, sim. Mas te conforto para passar aqui no ar. Não, é que olha para cá, olha. Os nossos colegas de Puebla, Luísa Moreno, Filinich, eles têm um seminário anual
E esse seminário se dá todas as primeiras sextas-feiras do mês. São 4 módulos neste ano. Já ocorreram os 2 primeiros módulos, um que ficou a cargo da Verônica Stein, sobre os discursos da pós-memória. Foram 4 sessões. Depois teve um segundo módulo que tratou de semiótica da cidade, por um colega peruano, convidou o Demuro, convidou o Francesco Marchiani e tal. O terceiro módulo ficou a meu cargo. E, no caso, na época, eu não sabia que era para convidar várias pessoas e tal. Então, eu propus um tema que fosse do meu trabalho próprio. E eu, então, fiquei encarregado de 4 sessões, agora setembro, outubro, novembro e dezembro, sobre a natureza do sentido, a natureza e emergência do sentido à escala humana, em que eu vou apresentar os resultados da tese, mais o que eu desenvolvi posteriormente, porque na tese eu cheguei perto de começar a discutir com as neurociências. Eu discuti um pouco a questão da percepção, com o conceito lançado de semiocepção. Discuti um pouco o conceito de enação, do Varela, e cheguei próximo ao que eu chamei de neurocepção, que é o modo como os neurocientistas entendem o cérebro como criador e gestor do sentido humano. Então, esse é o tema que eu vou dar. E a primeira sessão ocorre na próxima sexta-feira. A meio-dia, é um seminário longo, de 3 horas, então eu estou preparando os textos e um trabalheiro enorme, porque eu vou ter que preparar em espanhol, e o meu espanhol é horrível, então eu vou ter que me virar aí, não sei de que jeito direito. Mas, enfim, para aqueles que quiserem, enfim, acompanhar essa questão do modo como podemos ter um entendimento de que, eu até brinco um pouco com os termos, porque tem um livro de um grande neurólogo indiano que se chama O Cérebro Faz a Linguagem, o cérebro faz o espírito. E eu estou contestando, dizendo, a linguagem faz o cérebro. Então, eu quero desenvolver essa tese, começar por trabalhar em prol de contestar um pouco esse biologismo neuronal na construção do sentido e contrapor a uma imanência linguageira para a criação do sentido à escala humana. Então, esse é o tema. Mas manda para todo mundo. Manda o link. Isso, então, aqueles que quiserem, eu vou mandar o link. Primeiro eu vou perguntar se está aberto para todo mundo, porque eu não conheço direito o seminário lá. Se tiver, eu passo pelo JesusP o link. É através daquele servidor Teams. Não é o Zoom, nem o Meet, é o Teams. Mas então, fica aí. No mês de outubro, infelizmente, vai coincidir com o Enapau, com o Mini Enapau. Então, enfim, eu vou estar lá e vocês vão estar aqui no Enapau. Mas em setembro, novembro e dezembro, haverá essa possibilidade. Perfeito. Obrigada. Bom, só antes de encerrar, o próximo número da Estudos Semióticos vai ser dirigido pelo Matheus Schwartzman e pela... Meu Deus, deu branco. Luísa Helena do Tocantins, né? Sobre... Eu não lembro exatamente as palavras, mas é sobre conflitos, visada sociossemiótica. Bom, muito obrigada ao Semir, uma grande alegria, um grande prazer, e espero que a gente possa renovar, fazer outros eventos presenciais, inclusive restaurantais, em muito breve, e vários. Tá? Um prazer, muito obrigada. Muito obrigada a todos. A gente vai encerrar a gravação agora.
E, infelizmente, né, essa questão de não ter a caixa acústica conectada com o computador tornou limitada a presença de vocês que estão longe. Muito obrigada pela paciência e pela persistência, inclusive mandando pergunta por escrito. Tá? Abraço, pessoal. Tchau. Qu'est-ce que tu veux? Parar a gravação. Tinha que ser por aqui? Então, na verdade, eu fui tentar fazer, mas eu não consegui pelo meu celular por algum motivo, eu deixei de ser organizadora sozinha. Tá.